Je peux augmenter un petit peu le... Salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans quel cadre rentre cette réunion? C'est très important de se poser cette question. Elle rentre dans un cadre قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى يحثنا على التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. Aujourd'hui, la création de l'univers, donc ce qui est communément connu comme le Big Bang. Et je vais parler en français parce que c'est ce qu'on m'a demandé. On m'a dit de faire la conférence en français. D'habitude, c'est du mixing. Bon, il y aura un peu d'arabe, un peu de français. Et, comme j'ai dit, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول ابن القيم التفكر في خلق الله ساعة خير من عبادة سنة. Alors c'est dans ce cadre pour les francisants, donc qui debout, assis, couché sur leur côté invoque Allah, médite sur la création des cieux et de la terre, disant ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment et du feu. Et comme tous les ordres qui nous sont donnés dans le Coran, depuis il faut que tu fasses la prière, il faut que tu fasses le jeûne, il faut. Là, nous avons un ordre qui nous est donné et malheureusement qui est occulté. C'est un ordre de voir un peu ce qui se passe dans cet univers. Et le point le plus important, j'ai souligné cette phrase parce que vous ne la trouverez nulle part. Parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Et ça, c'est cette petite phrase, commencer à la création, que personne n'a vue, va constituer une bombe atomique en matière de science. Je prends un peu des petites citations d'Einstein et de Trinh-Xuan. Trinh-Xuan, c'est le doyen d'astrophysique aux États-Unis. Il est doyen de MIT et les deux plus grandes universités américaines. Et il dit que s'il n'existe qu'un seul univers, le nôtre, bien entendu, un principe créateur a forcément dû en régler les paramètres dès le début pour qu'apparaisse la vie et la conscience. Donc je vais faire un petit tour d'horizon, un petit rappel rapide sur l'histoire de l'univers, très rapidement. On distingue trois périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge et la perception d'aujourd'hui. Alors, du temps de l'Antiquité, on a toujours considéré que l'univers était immuable. Il est ce qu'il est, on voit le soleil se lever, se coucher, on voit la lune, on voit les étoiles. L'univers a toujours existé, il existera toujours. Personne n'y fait attention. On a eu plusieurs conceptions, des concepts comme quoi la Terre est aplatie, puis la Terre est devenue ronde, mais dans un système géocentrique, c'est-à-dire que c'est la Terre qui est au milieu. Puis les cieux, on a même allé jusqu'à penser du temps des Grecs et des Romains que les cieux étaient soutenus par les montagnes avec un plafond en cristal. Bon, tout ça, bien entendu, c'est de l'histoire. Puis vint le Moyen-Âge. À le Moyen-Âge, on peut pas, il y a 4 grands savants. Il y a Johannes Kepler, il y a Nicolas Copernic, et on va voir les 2 autres. Alors Nicolas Copernic, c'est le premier à avoir éclairé un peu la science en rétablissant le soleil au centre. Copernic était convaincu, avec ses petits outils mathématiques dont il disposait au XVe siècle, comme quoi le soleil est effectivement au centre. Et il y a Johannes Kepler, lui aussi en XVIe siècle, il se limitait à 6 planètes, c'est tout ce qu'il pouvait décrire, avec des orbites circulaires, et il corrigea par la suite son orbite pour la rendre elliptique, et publia d'antan ce qu'on appelle l'harmonie du monde.
et vint un grand ténor qui est Galilée. Galilée, au XVIe siècle, le premier, c'est pas le premier qui a utilisé le télescope. Le télescope venait d'être inventé en Hollande, et le but du télescope était beaucoup plus de surveiller les armées. Et lui, c'est le premier à avoir eu l'idée de pointer ce télescope vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il constate, avec ses mathématiques également, que le Soleil, effectivement, était au centre. C'est ce qu'on appelle le modèle héliocentrique. Mais malheureusement, l'Église, qui avait un poids très très fort, il l'obligea à renier un peu ses affirmations, et ils sont allés jusqu'à le juger, et il était condamné à mort. Et on l'a assigné à une résidence surveillée jusqu'à sa mort, mais malgré tout, il a dit, permettez-moi de répéter une seule phrase, c'est que même si la Terre ne tourne pas autour du Soleil, pourtant elle tourne. Et là vint Isaac Newton. Vous savez ce qui est Isaac Newton? Il y a un livre qui s'appelle les 100 plus grandes personnalités de toute l'histoire. Vous savez que ce n'est pas nous qui l'avons rédigé, c'est les Américains. Vous savez quel est le premier sur cette liste? Muhammadun Rasulullah. Et vous savez le deuxième? C'est Isaac Newton. Pour vous dire l'importance d'Isaac Newton dans la science et dans le savoir avec lequel il a contribué à cette humanité. Isaac Newton, un petit peu d'histoire, il est rentré à Cambridge University, qui était un peu comme aujourd'hui Polytechnique ou comme MIT, et il est sorti à l'âge de 22 ans. Et rien n'est tiré au hasard, rien n'est laissé au hasard. Il est sorti de l'école en 1666, il était major de sa promotion, et en sortant, il y avait la peste en Angleterre, et il fallait absolument qu'il quitte Londres, autrement il était condamné à mort. Il est allé se réfugier dans la campagne, chez ses grands-parents. Donc imaginez un jeune ingénieur qui sort, qui est major de sa promotion, qui a une tête pleine de savoir et de mathématiques, qui se trouve à la campagne à ne rien faire. Donc il a commencé à explorer pratiquement son petit univers, et il remarque que la pomme tombe, et se pose la question, pourquoi la pomme tombe? Ben, il va pousser un peu son raisonnement et se dire, cette pomme qui tombe, si je la prends et je la jette verticalement, elle va tomber un peu plus loin. Et si je la jette plus fort, elle va encore tomber plus loin. Et sachant déjà que la Terre était ronde, il s'était dit, si par l'imagination j'arrivais à lancer cette pomme avec une force telle qu'elle dépasse la Terre, elle va tomber de l'autre côté de la Terre. Donc finalement, deux choses, ou elle va tomber sur la Terre, ou il va carrément quitter l'attraction terrestre. Mais entre les deux, il y a bien ce qu'on appelle une vitesse critique qui va permettre à cette pomme ni de tomber, ni de quitter la Terre, mais de tourner autour de la Terre. Et il a trouvé la solution. Il s'est dit, même la Lune, d'ailleurs, il se pose la question, pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre? Pourquoi le Soleil ne tombe pas sur la Terre? Pourquoi les étoiles ne tombent pas sur la Terre? Et il déduit donc finalement que si la Lune ne tombe pas, c'est qu'elle tourne autour du Soleil, autour de la Terre, avec une vitesse bien déterminée, une trajectoire bien déterminée. Et cette Lune et pomme sont soumises, c'est le premier à avoir inventé et découvert le système de la gravitation. Qu'est-ce que c'est que la gravitation? Si vous prenez deux corps quelconques, ils s'attirent entre eux. Si vous êtes assis là-bas, moi ici, il y a une force qui nous attire entre les deux. Le fait que nous ne nous cognions pas, c'est qu'il y a une autre force qui nous tire, qui est plus forte que celle-là, c'est la Terre, qui est plus massive, qui vous attire de votre côté et m'attire. Mais quand vous sortez dans l'univers lointain, automatiquement, tous les corps s'attirent. Et il a développé donc la loi de l'attraction universelle. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les équations, mais uniquement entre guillemets pour les jeunes, F égale M1, M2 sur la distance au carré, multiplié par le coefficient G. Donc ça, c'est une première découverte qui va bouleverser le monde scientifique. Il va placer lui aussi le Soleil au centre, c'est ce qu'on appelle l'univers héliocentrique. Il explique les lois des mouvements des planètes. Il a voulu s'attaquer également à l'étude des trois corps, parce que la Terre, elle attire la Lune,
Le Soleil, il attire la Terre et voulait établir une équation entre la Lune et la Terre. Il a passé des années, il a eu mal à la tête, il a abandonné. Isaac Newton, il va établir la loi donc, des deux corps aux gravitations universelles. C'est le premier à avoir décrit la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Donc c'est le premier, pour les jeunes qui sont avec nous, il y a un jeune donc, en sciences mathématiques. Donc c'est le premier qui a établi les lois des coniques, donc les coniques, et entre autres ces coniques qui sont soit hyperbole, parabole ou ellipse. Il trouve que la trajectoire de la Terre autour du Soleil est bien une ellipse, et le Soleil est au foyer de l'ellipse. Donc imaginez, au XVIIe siècle, il sort un peu toutes ces lois. Il va, avec ces lois, on va pouvoir, en se basant sur les recherches de Newton, on va découvrir deux planètes uniquement par le stylo et le papier. Il y a Uranus en 1781 et Neptune. Et comme c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai, c'est dans l'histoire, on va trouver que toutes les grandes inventions sont le résultat d'un hasard. De temps en temps, Allah subhanahu wa ta'ala prend quelqu'un, il lui injecte la science infuse pour qu'il continue le chemin, et il va développer le calcul infinitésimal, et il va également s'attaquer à la science de la lumière. C'est le premier à avoir utilisé un prisme, à faire jaillir de la lumière sur le prisme, et obtenir donc ce qu'on appelle l'arc-en-ciel, si vous voulez, les franges, le spectre lumineux. Bien. Entre Newton et le début, en 1905, il y a beaucoup de savants qui ont contribué à la science, entre autres Maxwell, qui a développé énormément l'électromagnétisme, Ampère, Coulomb, etc. Et puis de très grands mathématiciens, vraiment de très grands mathématiciens, comme Poincaré, Leibniz, Friedman, c'est des gens qui respiraient les mathématiques. Et tout ce qu'ils établissaient, pratiquement, c'était des briques dont on va avoir besoin par la suite pour expliquer tout ce que je vais vous démontrer tout à l'heure. Alors ça, on peut dire, c'est le plus grand savant de toute l'histoire. C'est Albert Einstein. Albert Einstein, il a eu la science infuse. Il a établi l'équation E égale mc carré. Qu'est-ce que c'est que E égale mc carré? M, c'est la masse d'un corps. C, c'est la vitesse de la lumière, qui est énorme, énorme. La vitesse de la lumière, c'est un peu 300 000 km à la seconde. Alors, vous la multipliez par elle-même, vous travaillez en mètres au lieu du kilomètre, alors vous avez des chiffres ahurissants. Cette équation veut dire que n'importe quel objet, aussi petit soit-il, il a une masse. Et si vous prenez cette masse, vous la multipliez par ce chiffre astronomique qui est C au carré, vous obtenez de l'énergie. Et la chose la plus importante, c'est qu'il a établi le lien entre l'énergie et la masse. Chose qu'on ne connaissait pas. Donc si vous avez de l'énergie, vous allez pouvoir obtenir de la masse. Et si vous avez de la masse, vous aurez de l'énergie. Et il va unifier l'espace et le temps. C'est très important, ça je vais vous donner une petite explication. Parce que sincèrement, on se demande, ce monsieur Einstein, comment il a pu comprendre, parce que même à notre âge, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toute la science dont on dispose, on a encore du mal à comprendre ce qu'il a émis. Et il va dire que la vitesse de la lumière est constante dans le vide. Alors je m'explique, là je prends un petit exemple. Voilà, cet exemple va vous résumer un peu. Il va établir la relativité restreinte. Qu'est-ce que c'est que la relativité restreinte? La relativité restreinte, elle vous dit que si vous dites que cette bouteille, elle a 30 cm, peut-être vers 30 cm. Si je prends le mètre tout de suite et je mesure, je vais trouver qu'elle a 30 cm de hauteur. Mais vous dites que ces 30 cm ne sont qu'une illusion. En fait, tout est relatif. Si vous prenez cette bouteille et vous la lancez à une vitesse très forte, au fur et à mesure qu'elle prend de la vitesse, sa distance est diminue. C'est ce qu'on appelle les lois de contraction de Fitzgerald. Ils vont nous démontrer que la distance ou l'espace, si vous voulez, il est lié au temps. Vous ne pouvez pas dire elle a 30 cm, vous dites oui, elle a 30 cm sur la Terre qui tourne à telle vitesse. Donc la Terre pour nous c'est du fixe, si vous voulez, par rapport aux humains. Et il dit que tout est relatif. Et c'est ça la loi de la relativité. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ça c'est un concept qui est très difficile à expliquer, mais on va essayer de démystifier. J'ai mis un monsieur
qui est sur le train. Hein. Il roule avec le train, avec le TGV. Il roule à 200 km/h et il tient dans ses mains un arc. Et il y a un autre monsieur qui est sur le quai. Celui-là ne bouge pas. Et on va leur donner l'ordre pour que lorsque le train arrive exactement, lorsque les deux messieurs ont le même alignement, on va leur demander de tirer l'arc. Et on va avoir une cible quelque part. Imaginons que la cible est à 100 mètres. Si je vous pose la question, quelle est la flèche qui va arriver le premier? Celle qui est sur le train, c'est tout à fait normal. C'est notre petit cerveau qui explique ça. Il dit parce que le monsieur qui est sur le train, il a déjà une vitesse avec laquelle il est lancé. Vous ajoutez également la vitesse de la flèche, et voilà, la flèche, elle va arriver en premier. Effectivement, pour des petites vitesses, qui sont les vitesses que nous connaissons sur Terre, c'est peut-être vrai. Mais si vous poussez la plaisanterie jusqu'à dire que votre flèche, c'est la lumière, donc une torche, eh bien, je vais vous dire que les deux arrivent en même temps. Si le train roule à la vitesse de la lumière, entre guillemets, et le monsieur, il a une torche qui elle-même est à la vitesse de la lumière, elle ne va pas rouler à 2 fois la vitesse de la lumière. Pourquoi? Et vous dites que vous oubliez une chose, que lorsque vous calculez la distance entre le monsieur et la cible, vous oubliez qu'avec la vitesse, la distance, elle diminue. Et les deux vont arriver en même temps. Et ça, c'est une révolution dans la science et dans la physique. Donc la lumière, elle a une vitesse constante. Et également, il va nous parler de ce qu'on appelle la déformation de l'espace et du temps. Il est le premier à avoir imaginé ça. Vraiment un cerveau pas comme les autres. Il vous dit que si vous prenez une masse, c'est comme si vous prenez un drap. Prenez un drap qui est tiré par 4 personnes. Chacun tire très très fort sur les 4 coins. Et vous posez des boules en fer là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer au drap? La boule va déformer le drap. Si par hasard je lance une balle de ping-pong, qu'est-ce qu'elle va faire? La balle va aller, elle va tourner autour du soleil, de cette masse. Et le premier à avoir émis, il dit oui, mon ami Newton, il a bien déterminé la gravitation, il a calculé les équations, mais ces équations ne sont valables que dans des domaines très limités, mais il faut parler de la déformation de l'espace et du temps. Alors avec E égale MC carré, avec la déformation du temps, avec l'unification entre l'espace et le temps, nous allons pouvoir aller très très loin dans l'explication de l'univers. Il va dresser ces équations, mais, alors tenez-vous bien, n'oubliez pas que nous sommes en 1915, et tout le monde croit que l'univers est statique. L'univers est immuable. Il ne bouge pas. La Terre, elle est ce qu'elle est, le Soleil, il est ce qu'elle est. Et M. Einstein, en développant les équations qui régissent l'univers, il était obligé, pour équilibrer les termes de l'équation, d'introduire ce qu'on appelle une constante cosmologique, mais sans en être convaincu. C'est uniquement pour plaire à l'entourage. Parce que si jamais il laisse les équations toutes seules et il dit que l'univers n'est pas statique, il recevra une gifle. Donc il a introduit cette constante. Et pour les scientifiques, les équations, ce sont des équations différentielles. Et lorsque vous introduisez une constante, bon, la dérivée est égale à 0. Alors il introduit donc, et je dis bien, je souligne, sans conviction, uniquement pour plaire. Il va développer comme si vraiment tout ça, on préparait les briques, le fer pour construire un immeuble. On est en train de préparer tous les éléments. Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que nous allons à un moment donné disposer de toutes les pièces qu'on va assembler pour fabriquer une voiture. Alors il va développer on va assister au développement de la mécanique quantique. Alors Einstein, il est connu pour 2 grandes choses. Donc la relativité, qui traite des forces d'attraction, enfin tout ce qui est grand, mais il est descendu également à l'infiniment petit. C'est-à-dire au niveau de l'atome, et au niveau de l'atome il y a le noyau, et dans le noyau il y a les protons, il y a les neutrons, il y a les neutrinos, etc. Et il va s'attaquer également à l'infiniment petit. Il va établir, c'est le E égale mc carré qu'il va utiliser. Et qu'est-ce qui va se passer?
il va traiter donc les filaments petits, les neutrons, protons, etc. Et en parallèle, il y a d'autres savants, comme Bohr, Planck, Schrödinger, etc., qui vont donc tous travailler, comme aujourd'hui c'est l'informatique qui est à la page, ils vont tous travailler sur cette mécanique quantique. Et va venir le jour J, où va apparaître un grand ténor de l'astrophysique qui s'appelle Edwin Hubble. Edwin Hubble est un astrophysicien américain. On venait de terminer un grand télescope, ce qu'on appelle le télescope en Californie, du Mont Wilson, et on charge M. Hubble de le faire fonctionner. Et bien Hubble, ça va vous donner un télescope à un très grand savant. À quoi vous vous attendez? Il va faire toutes les découvertes du monde. D'abord, c'est le premier, entre 1923 et 1929, la première des choses qu'il va découvrir, c'est que notre système solaire, Soleil, plus Terre, plus toutes les planètes qui tournent autour, elles font partie d'un ensemble qui s'appelle une galaxie. Le Soleil autour duquel nous tournons, c'est une étoile. Il va découvrir qu'il y a des milliards d'étoiles qui sont dans le même quartier. Et ces étoiles, elles tiennent entre elles uniquement avec la force d'attraction. Comme nous, Terre, nous tenons la Lune par l'attraction, comme le Soleil nous tient par l'attraction, eh bien les soleils entre eux, donc les étoiles entre elles, elles s'attirent avec de l'attraction. Et elles forment un ensemble qui s'appelle une galaxie. Et il va découvrir que nous faisons partie d'une galaxie, et cette galaxie, lorsqu'il la regarde à travers son télescope, c'est comme du lait que vous avez versé sur un sentier, et il l'appelle en anglais the Milky Way, c'est-à-dire la Voie lactée. La voilà. Voilà la Voie lactée qu'il découvre à travers son télescope. Cette Voie lactée, c'est uniquement une seule galaxie dans l'univers. Une seule. Vous savez combien il y a de galaxies? À aujourd'hui, toutes les galaxies sont repérées avec des chiffres et des lettres. M40, C302, il y a 200 milliards de galaxies. 200 milliards de galaxies répertoriées. Et chaque galaxie comporte en moyenne 200 milliards d'étoiles. Et le Soleil est une étoile. Et dans cette galaxie, qui est la nôtre, où nous sommes tous, vous savez où nous sommes? Nous sommes, le système solaire, il est là. Le système solaire, il est là. Cette galaxie, elle fait un diamètre. Vous savez, le kilomètre ne sert plus à rien. Pas les kilomètres, aux milliards de kilomètres, aux trillions de kilomètres. C'est des unités qui ne sont plus utiles dans le domaine de la physique. Ça ne sert à rien. On parle année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance parcourue à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, si vous allez à la vitesse de la lumière, pour vous donner une petite idée, pour aller d'ici à la Lune, à la vitesse de la lumière, il faut une seconde. Une seconde. Pour aller au Soleil, il vous faut 8 minutes. C'est-à-dire que lorsque vous voyez que le Soleil s'est levé, en fait, il s'est levé il y a 8 minutes. La lumière vient de nous arriver. Avec la vitesse de la lumière, vous faites le tour du globe terrestre, vous tournez autour de la Terre 7 fois et demi en une seconde. Alors donnez-moi un peu d'imagination. Si on fait le tour de la Terre 7 fois et demi en une seconde, quelle distance parcourons-nous en une minute? On multiplie par 60. En une heure, on multiplie par 60. En une journée, aux hôtels du rouge, du bleu, bon, ça c'est des choses qu'on fait à l'école, au lycée. Mais où vient son ingéniosité? Il dit
Et si je bougeais la source, je vais essayer d'éloigner la source ou de la rapprocher pour voir ce qui se passe. Et il constate, et c'est la plus grande invention scientifique de tous les temps. C'est la plus grande découverte scientifique à aujourd'hui. Il découvre que, en éloignant la source, il y a une prépondérance du rouge. Le rouge est beaucoup plus important que le reste. Et en approchant la source, c'est le bleu qui passe. Et il s'est dit, je vais essayer de pointer mon télescope, enfin il a un spectroscope si vous voulez, c'est le même, mais avec un télescope, et il va le pointer sur les galaxies et les étoiles. Et en utilisant cette loi, Hubble, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver que là où il dirige son spectroscope, son télescope, c'est le rouge qui est prépondérant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les galaxies et que toutes les étoiles, elles s'éloignent de nous. Il tourne donc, le spectre vers le rouge, les galaxies s'éloignent de nous. Non seulement elles s'éloignent, mais elles s'éloignent d'une façon spéciale, c'est-à-dire que les galaxies les plus éloignées s'éloignent beaucoup plus vite que celles qui sont approchées, et elles obéissent à une loi qui s'appelle la loi de Hubble. Les galaxies s'éloignent non seulement de nous, mais en même temps, elles s'éloignent les unes des autres. Et voilà la plus grande découverte de toute l'histoire. L'univers est en expansion. L'univers est en expansion. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Il n'y a pas un seul livre, un seul, ni en physique, ni en mathématiques, ni en religion, qui a parlé de l'expansion de l'univers autre que le Coran. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فَيَعْرِفُونَهَا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَنُرِيهِمْ آيَاتُنَا فَيَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous diriger pour que l'on puisse, d'une façon ou d'une autre, tomber sur les secrets de sa création. Donc, le monde est en expansion. Ce monde est en expansion, qu'est-ce que ça veut dire? Ce monde est en expansion. Ce monde est en expansion veut dire, voilà. Ah, voilà. Si le monde est en expansion, ça veut dire, voilà, le monde, il s'élargit. Oui, il s'élargit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il a cette taille aujourd'hui, hier, il avait une taille plus petite. Avant-hier, il était plus petit. Ça veut dire qu'il a un début. L'univers a un début. C'est impensable. Personne n'a jamais parlé du début de l'univers. On a toujours parlé d'un univers immuable qui a toujours existé et qui existera toujours. Et là, ils viennent révolutionner même la façon de voir. L'univers est en expansion. Donc l'univers a un début, donc c'est le Big Bang. Et s'il a un début, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été créé. Et en vertu d'un principe très connu en science, qui s'appelle le principe de la causalité, s'il a été créé, c'est qu'il a un créateur. Allahu fatiru as-samawati wal ard. Allahu khaliqu kulli shay. Vous dites que l'univers a été créé, il a un créateur. Mais ça dérange. Ça dérange énormément. Ça dérange qui? Ça va déranger le monde scientifique déterministe. Alors d'abord Hubble, il prend un peu ses précautions et il se dit, moi je constate que l'univers est en expansion, je le vois, mais les premiers à être mis en contribution, ce sont ses étudiants. Il ramasse ses étudiants, on lui confirme, oui, Dr Hubble, vous avez bien raison. Il dit, attends, je ne m'arrête pas là, il va appeler Einstein. Et Einstein, le voilà, avec lui, au Mont Wilson, il est en train de regarder de ses propres yeux, et lui-même, il constate effectivement que l'univers est en expansion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le premier à réagir, Albert Einstein, il va corriger son équation. J'ai dit tout à l'heure qu'il a introduit un coefficient cosmologique
pour dire que l'univers est statique, il va faire sauter ce coefficient et il va déclarer haut et fort que le monde est en expansion à quiconque voudra l'entendre. Et il va le démontrer mathématiquement et le confirme. Et il va répéter une phrase qui va rester dans l'histoire. God does not play with dice. Dieu, en créant l'univers, n'a pas cherché à jouer au dé. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Donc ici, on va mathématiquement trouver, effectivement, que le monde est en expansion, mais comme j'ai dit, ce Big Bang, il dérange, et les savants ne s'attendaient pas à ce scénario, car ils sont toujours habitués à un univers immuable. Ne pas oublier, effectivement, que nous sommes dans un âge de déterminisme. C'est un peu Karl Marx, c'est un peu le darwinisme, on dit que tout a été créé tout seul, et ça, effectivement, ça va en contradiction avec les percepts du début du XXe siècle. Comme j'ai dit, ils sont confrontés à une idée totalement contraire à leur principe d'orthodoxie scientifique, car elle mène à des considérations religieuses de créateur et de création. Et cette expansion, pour appuyer la théorie, donc tout le monde va essayer d'abattre cette théorie. On va essayer par tous les moyens de sortir les armes pour abattre cette théorie, mais malheureusement, plus on cherche à l'abattre, plus on la confirme. Et on va en faire appel à tous les grands spécialistes en mathématiques, dans la mécanique quantique, dans la relativité, et à leur tête, il y a Einstein, il y a Hubble, le maître, c'est l'un des plus grands mathématiciens de toute l'histoire. Il y a Gamov, un russe, un astrophysicien. Friedman, c'est le gars qui respire les mathématiques. Et on va donc se mettre au travail. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la première des choses, on va trouver un point faible pour cette nouvelle théorie qui s'appelle Big Bang. On va trouver, si on arrive à trouver une seule contradiction, on va mettre une croix sur cette théorie. Et on va chercher d'abord l'âge de l'univers. On va le déterminer par 3 méthodes différentes. La première, c'est ce qu'on appelle l'inversion du temps. C'est-à-dire, si l'univers, il prend de l'expansion, il y a un taux d'expansion. C'est comme si vous voyez du haut d'un immeuble des voitures qui roulent, l'une s'éloigne de l'autre à une certaine vitesse. En faisant marche arrière, vous pouvez dire à quel moment elles sont parties et quelle est la vitesse. Donc on inverse, et en inversant l'inversion de l'expansion, on trouve que l'univers a 13,7 milliards d'années. On ne s'arrête pas là. On va prendre les étoiles les plus vieilles, on va pointer le spectroscope et les télescopes, on va essayer de déterminer l'âge des étoiles. Bon, on a des façons de déterminer l'âge, avec le spectre lumineux, avec les céphélites, etc. Et on a trouvé que les étoiles les plus vieilles, elles ont un âge qui varie entre 12 et 15 milliards d'années. Donc c'est toujours l'ordre de grandeur. Et on va, sur Terre, essayer de trouver s'il y a des contradictions. On va prendre les atomes radioactifs les plus vieux, comme l'uranium, et on va calculer donc le taux de désintégration. On va trouver que l'âge se situe entre 10 et 15 milliards d'années. Donc déjà, on trouve, il y a une concordance dans les âges, donc la théorie n'est pas contradictoire. On va remonter. Alors on va se mettre dans les calculs. On remonte à un instant de départ, il y a 13,7 milliards d'années. Et là, nous allons trouver que, effectivement, l'univers a eu un début. Il y a 13,7 milliards d'années, et on ne peut pas malheureusement remonter jusqu'à l'instant t égale 0. Il n'y a personne, aujourd'hui, avec toute la science, avec toutes les connaissances, personne ne peut remonter à l'instant 0. C'est comme si vous êtes au bord d'un océan, vous êtes sur une plage, et vous regardez la mer, et vous avez un horizon. Vous voyez l'horizon, mais vous ne pouvez pas voir derrière l'horizon. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces théories. L'instant le plus rapproché du zéro que nous connaissons, il s'appelle l'unité de Planck. C'est un zéro suivi de 42 zéros, 1 seconde. Mais avant, on ne sait pas. Alors on va donc pouvoir voir ce qui se passe à partir de cet instant.
Alors on va faire le film des événements. Je m'excuse, on m'a dit de... Là je suis obligé de continuer avec cette approche et en faisant l'analogie avec le Coran. Donc je ne sais pas qui m'a écrit ça. Bon. Je dis donc l'univers, comment il a commencé? Et là ce sont les mathématiques et la physique qui parlent. Hein. C'est pas un roman. C'est pas n'importe quoi, c'est des choses basées sur la physique quantique, sur les mathématiques, sur l'astrophysique, et avec des équations aujourd'hui qui sont indéniables. L'univers a commencé, vous voyez ce que j'ai essayé de montrer ici, une épingle. Vous savez, une épingle standard. Inversez l'épingle, prenez la tête de l'épingle. L'univers était contenu dans une tête d'épingle. Vous et moi, lorsque vous touchez votre corps, vous touchez à des tissus posés d'atomes. Ces atomes, ils viennent d'où? Ils viennent de la terre, ils viennent de l'argile. Cette argile, elle vient d'où? Elle vient des étoiles. Et les étoiles, elles viennent du Big Bang. Vous, moi, cette télécommande, ce micro, cette salle, ces chaises, tout ce que vous voyez autour de vous, il était contenu dans la fameuse tête d'épingle dans l'univers il y a 13,7 milliards d'années. Et comment ça a commencé? Ça a commencé avec une explosion gigantesque, tout à fait à l'instant 10 puissance 0, si vous voulez. Mais nous ne pouvons voir le film qu'à partir du temps de Planck. Et l'univers qui avait été d'épingle, c'était exactement 10 puissance moins 33 cm, c'est-à-dire il était plus petit qu'un atome d'hydrogène. L'univers entier, tout ce que vous voyez, les galaxies, les étoiles, vous, moi, tout était contenu dans une tête d'épingle avec une température phénoménale. La température que nous avons calculée aujourd'hui, avec les lois de la thermodynamique, nous mène vers une température de 1 suivi de 32,0 en degrés. C'est inimaginable. Une température phénoménale. Et je me demande, j'ai un nain pour moi le faire. Si le Big Bang est comme ça, c'est inconcevable. La densité de l'univers contenu dans la Terre, il est 1 suivi de 96,0 la densité de l'eau. Je vous laisse réfléchir un peu sur le poids, sur la température et sur le contenu. Et à l'instant où il y a eu l'explosion, il y a 4 forces. D'ailleurs, ce sont les seules forces que nous retrouvons aujourd'hui qui régissent l'univers. Ces forces sont, il y a 4 forces, il y a ce qu'on appelle la force nucléaire forte. Cette force nucléaire forte, c'est elle qui tient au sein d'un atome les protons et les neutrons. C'est une force extrêmement forte. Vous avez la force nucléaire faible. C'est elle qui permet au Soleil de subir, disons, la décomposition atomique, donc la réaction nucléaire, pour qu'elle nous donne de l'énergie et de la lumière. Vous avez la force électromagnétique, c'est avec laquelle je suis en train de parler actuellement au micro. C'est avec cette force qu'on s'éclaire, c'est avec cette force que nous avons le portable. Et puis vous avez la force de la gravité, c'est elle qui me permet de me tenir debout, qui m'attire vers le sol. Alors cette explosion phénoménale qu'on appelle le Big Bang, elle va donner naissance à partir du néant. Alors c'est ça ce qui est extrêmement important. L'univers a jailli du néant. C'est pas qu'il y avait un espace vide, on a créé quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas d'espace. Et c'est un concept très difficile à comprendre. Il n'y avait ni espace ni temps. Et le tout a surgi, pas en un clin d'œil, mais en un temps de Planck. Et il a donné lieu à ce que nous voyons aujourd'hui, l'univers. Cet univers s'est hissé un chemin lui-même. C'est lui qui a créé l'espace, c'est lui qui a créé le temps à partir, il y a 13,7 milliards d'années.
C'était un concentré d'énergie. Il y avait, puisqu'on ne voyait pas la masse, il y avait de l'énergie, et cette énergie s'est transformée en masse, ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est Einstein qui nous a permis donc de calculer tout ça. Et l'infiniment petit, qui était à tête d'épingle, il a accouché de l'infiniment grand que nous connaissons aujourd'hui. Et un point très important, très très important, c'est que l'univers, lorsqu'il a été créé, il contenait en lui-même sa formule de développement. C'est un peu à l'instar de l'embryon. Lorsque le spermatozoïde va féconder l'ovule, il va se former, il va en résulter une semaine. C'est rien. Comparé à 13,7 milliards d'années. Donc à partir de là, alors les savants, et à leur tête Einstein, à leur tête Hubble, etc., ils ont dit, si vraiment les choses se sont déroulées comme ça, et ça on l'a fait par les mathématiques et par les calculs, on doit pouvoir, après 380 000 ans, on va commencer à avoir la libération la libération des photons. Donc la lumière a commencé à jaillir. Alors si cette lumière est partie après 380 000 années, on doit la retrouver quelque part dans l'univers. C'est ce qu'on appelle les traces fossiles. C'est comme si vous allez chercher sur Terre, vous trouvez les restes d'un squelette de dinosaure, et vous dites oui, effectivement, le dinosaure a existé. Et là, nous allons trouver que ici, il va y avoir après les 380 000 ans, les premiers photons vont être libérés, ce qu'on a mis ici, ils doivent laisser une trace. La température était très élevée, mais en faisant les calculs thermodynamiques, on va trouver que si vraiment le scénario s'est passé comme ça, on doit trouver dans l'espace ce qu'on appelle les rayonnements fossiles, et ils doivent avoir comme température 2,7 degrés. Donc l'univers doit être très froid. Et on va voir si on peut vérifier tout ça par la suite. Voilà, rapidement, donc c'est le déroulement. Au départ, il y avait l'explosion, puis on voit l'évolution jusqu'à ce qu'on arrive au bout de 13,7 milliards d'années à cet événement. Ici, je vais pas vous rire à ça, mais je vais vous indiquer uniquement une chose. Ça, depuis l'explosion jusqu'à nos jours, la création, après les 380 000 années, il y a eu des étoiles qui ont été formées, et les étoiles, pendant 1 milliard d'années, elles ont donné lieu à tous les éléments que nous connaissons, comme le fer, le carbone, l'azote, etc., qui vont servir de briques pour la constitution de ce que nous voyons aujourd'hui, les étoiles et les planètes. À un certain moment donné, donc, nous aurons les galaxies et nous avons notre univers d'aujourd'hui. Mais ce que je souligne ici, et c'est pour ça que j'ai projeté ça, la température à l'explosion, elle était de 10 puissance 32, elle est descendue mathématiquement pour atteindre les 2,7 degrés Kelvin. Mais qui va me confirmer, c'est 2,7. Bon, tout ça, c'est des étapes un peu d'évolution de l'univers. Et là, justement, c'est une image extrêmement importante. Ici, l'explosion. Il y a la phase qu'on appelle l'inflation cosmique, et là, le fond diffus cosmologique. Donc, c'est là où il y avait les 380 000 années où les photons étaient emprisonnés, et puis la lumière a jailli. Et en 2013, donc c'est il y a 1 an et demi, on a envoyé une sonde qui s'appelle la WMAP, une sonde américaine, qui va photographier, et va nous photographier exactement la photo de l'univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez votre ami, votre fils. Admettons que vous ayez un fils qui a l'âge de 18 ans et qui est sur une planète qui s'éloigne de nous de 20 années-lumière. Alors, suivez bien le raisonnement, vous allez comprendre. Votre fils, il a 18 ans, il est sur une planète qui est loin de nous de 20 ans-lumière. Alors, qu'est-ce qu'il fait, votre fils? Il sort son portable, il sort son WhatsApp, il prend une photo de lui-même, il va vous l'envoyer. La photo, vous arrivez après 20 ans. Vous allez voir votre fils, il est beau, il est gentil, il a 18 ans. Mais au moment où vous regardez l'image, il a déjà 38 ans. Et si vous voulez lui dire, mon fils, tu es beau, vous allez le renvoyer, il aura déjà 58 ans. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Le monde, il avait 380 000 ans, il nous a envoyé le WhatsApp. Et quand est-ce qu'on va recevoir le WhatsApp? Et là, c'est une découverte accidentelle.
accidentelle. Il y a un grand laboratoire américain qui s'appelle le laboratoire Bell Telephone Laboratories, qui sont spécialisés dans les recherches sur les... Ils voulaient, en 1965, ils étaient en train de travailler sur les photos cellulaires, sur les téléphones cellulaires, en 1965. Et ce faisant, ils ont utilisé une antenne, je vais vous la montrer tout à l'heure. Cette antenne, là voilà. Il y a Wilson et Penzias, ce sont deux grands chercheurs, ce sont des docteurs. Ils ont travaillé à la Bell et ils ont utilisé cette antenne. Allô, allô. Ils ont utilisé cette antenne, bien sûr, c'est des gens qui maîtrisent parfaitement les télécommunications, qui maîtrisent un peu tout, et ils ont trouvé des absurdités. Ils ont commencé à capter des parasites. Ils disent, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils ont passé une semaine à nettoyer à droite et à gauche jusqu'à éliminer les pigeons qui étaient à côté. Ils sont allés voir les usines qui sont autour pour voir d'où venait ce parasite. Ils ont changé l'orientation de l'antenne dans tous les sens. Le parasite continue à venir. Il a dit on abandonne, on va voir pourquoi il y a les parasites. Et en cherchant les parasites, dommage je n'ai pas le son, ils ont capté un son, un sifflement. C'était le sifflement de l'écho fossile qui a été envoyé lorsque l'univers avait 380 000 ans. On a capté l'écho fossile. C'est comme si on a trouvé, j'ai dit, les fossiles d'un dinosaure. On a la confirmation et la certitude que le monde a bien émis un écho fossile il y a 13 milliards et quelques années. Bon, on va prendre, voilà l'image, voilà votre univers lorsqu'il était bébé. Il n'avait que 380 000 ans. Et ce que vous voyez les différences, c'est les différences de température et les mathématiques. Et la sonde, elle nous dit que l'univers est à 2,7 degrés. Il n'y a plus à tortiller. L'univers a bien émané des Big Bang. Il a bien suivi le trajet que nous avons montré. Alors, rapidement, donc, après 1 milliard d'années à la formation des premières étoiles, et les étoiles, en fait, ce sont des fours stellaires, ce sont des usines pour la fabrication des éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène, le fer, etc. Et les étoiles vont s'assembler sous l'effet de la gravitation pour former des galaxies. L'énigme, et là, une autre énigme qu'on va vivre, c'est que on a l'habitude, lorsque vous prenez un corps quelconque, une pomme, je la jette en l'air, nous savons que la pomme va monter, et à un moment donné, elle va ralentir, elle va s'arrêter, et va retomber. Donc elle va décélérer. Malheureusement, on s'attendait à ce que l'univers, lorsqu'il a explosé, que les choses vont se ralentir, mais malheureusement, il ne fait que s'accélérer. Cette expansion, c'est une expansion accélérée à une vitesse vertigineuse. C'est comme un ballon d'enfant sur lequel vous mettez des points, c'est les galaxies, vous le gonflez, les points s'éloignent les unes des autres, mais à une vitesse accélérée. Et on a cherché à voir d'où vient cette accélération. Et on retombe encore sur la théorie d'Einstein, qui dit que deux corps, si Newton a dit que les deux corps s'attirent, avec les équations d'Einstein, les deux corps également peuvent se repousser. Ce qu'on appelle de l'attraction négative. Effectivement, il y a une main cachée derrière qui fait accélérer et expandre cet univers. C'est ce qu'on appelle de l'énergie noire et de la matière noire, que nous ne connaissons pas. L'univers, c'est comme une gelée. Et les gelées, il y a des grains de raisin un peu partout. Les grains s'éloignent les uns des autres à une vitesse vertigineuse. Et aujourd'hui, voilà ce qui exactement. Il y a la matière lumineuse que nous voyons. Tout ce que nous voyons, c'est-à-dire à l'œil nu, au télescope, les étoiles, les galaxies et tout ce qui s'ensuit, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Il y a autre chose que nous voyons à travers la radio. C'est comme si vous allez chez le médecin et vous faites les rayons X, vous voyez un peu vos poumons, vous faites de l'échographie, ça vous ne voyez pas avec vos yeux, vous voyez à travers des ondes radio. Tout ce que nous voyons à travers la radio et à travers l'œil ne constitue que 4,5%. Et 95% de tout ce qui reste nous est encore invisible. On ne sait pas encore d'où vient cette énergie noire. Alors, les propriétés de cet univers sont déterminées par des constantes.
savez que dans le monde, il y a des constantes. C'est comme dans le corps humain, nous avons des choses très connues. La tension artérielle se situe entre 8 et 11, le taux de diabète de temps. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui sont régis. Et là aussi, l'univers, il a obéi à des constantes. Il y a une vingtaine de constantes. Et parmi ces constantes, il y a la vitesse de la lumière qui est constante et qu'on connaît la valeur exacte. Je ne rentre pas dans les détails, la masse d'électrons, l'achat, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces constantes sont réglées avec une précision phénoménale. Le réglage, en anglais, ça s'appelle le fine-tuning. On ne trouve pas vraiment de traduction exacte. On dit le réglage. Vous savez, ce réglage, il est au niveau de la 60e décimale pour la densité et au niveau de la 120e décimale pour la constante cosmologique. Vous savez ce que ça veut dire régler à la 120e décimale? Vous avez un chiffre qui est de 0, alors vous avez des chiffres qui se succèdent jusqu'à la 120e décimale. Admettons que la 120e décimale soit un 6. Vous la changez en 7, vous n'aurez pas d'univers. Ou l'univers est trop lourd, il va s'effondrer sur lui-même. Ou il est trop léger, il va s'éclater. Et vous serez ici, ni vous, ni moi, ni la Terre, ni le système solaire. Ça a été réglé avec une précision pour que notre esprit puisse comprendre. Quand je vous dis 10 puissance moins 940, personne ne comprend. Mais c'est très simple. Prenez une balance, pas l'imagination, l'imagination. Prenez une balance qui a deux plateaux. Je mets le corps à droite et à gauche, je mets tous les grains de sable qu'il y a sur la planète. Tous les grains de sable. Et donc, je vais avoir un équilibre. Je vais avoir le balancier avec l'aiguille tout à fait au milieu. Si j'ajoute, je dis bien, un grain, sur le plateau, la balance va fléchir et j'aurai plus d'univers. Et si j'enlève un grain, ça ne marchera pas. Pour vous dire la précision avec laquelle cet univers est réglé pour qu'il puisse donner lieu et naissance, entre autres, à notre système solaire et à notre terre sur laquelle nous sommes. Bon, on cherche toujours à voir si ce Big Bang est juste ou pas. Alors ce qu'on fait, tout ce qu'on peut regarder avec les yeux, on le voit. Tout ce qu'on peut voir avec la radio, on le voit. On envoie des sondes à droite et à gauche. Mais on veut remonter jusqu'à l'instant T, donc reconstituer les conditions de création de cet univers, descendre au niveau de l'atome, casser l'atome et voir comment il était avant qu'il ne soit créé. Et là, nous avons des centres, ce qu'on appelle en Suisse, il y a le CERN de Suisse, l'accélérateur de particules. C'est un anneau qui fait 27 km de circonférence. Il est sous terre. Vous savez ce qu'on fait dans ce tunnel? On s'amuse. C'est comme un gosse qui a deux petites voitures et veut savoir ces deux petites voitures, qu'est-ce qu'elles comportent. Il met une voiture à gauche, une voiture à droite. Avec sa télécommande, il fait marcher les deux voitures et il les fait rentrer en collision. Ils vont se casser et en se cassant, il va voir ce qu'il y a dedans. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec la matière dans cet accélérateur de particules. Nous essayons d'entrer au niveau de l'atome, au niveau du noyau, de casser le proton, trouver dans le proton il y a des quarks, de casser le quark, ce qu'il y a dans le quark c'est les cordes, et ainsi de suite, pour reconstituer, et chaque fois qu'on avance, on ne fait que confirmer le Big Bang tel que nous le connaissons aujourd'hui. On a mis des moyens gigantesques. Ça fait des sondes dans le pan Villiers, des télescopes à droite et à gauche, très sophistiqués, qu'on lance dans l'espace. Nous avons, par exemple, Voyager a été envoyé, elle est actuellement à 1,8 milliard de kilomètres de la Terre. Et nous envoie des clichés, ils mettent 7 heures pour ne pas venir à la Terre. La découverte est le dernier qui a confirmé la théorie du Big Bang, c'est ce qu'on appelle le boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est une particule, il l'appelle également la particule de Dieu. C'est la particule qui donne à chaque objet sa masse. C'est comme vous poussez par exemple une voiture dans de la boue, au fur et à mesure qu'elle avance, elle ramasse de la boue, elle porte de la masse. C'est ça exactement ce qui se passe avec la matière.
Et nous avons découvert en juillet 2012 le boson de Higgs qui a totalement affirmé la théorie. Donc aujourd'hui, le Big Bang est le scénario le plus plausible. En science, on ne peut pas être certain à 100%, mais aujourd'hui, c'est le scénario le plus plausible qui explique un peu notre univers. Compte tenu des preuves actuelles, il décrit ce qu'on croit être le schéma le plus proche, et c'est le scénario le plus crédible aux yeux des astrophysiciens. Comme j'ai dit, aujourd'hui, donc, des centaines de milliards de galaxies, et chaque galaxie comporte des centaines de milliards d'étoiles. Et pour continuer un peu notre discussion, on n'en a pas encore pour longtemps, je parlais de l'année-lumière. L'année-lumière en kilomètres, si vous voulez, en kilomètres, elle est de, c'est un peu difficile à prononcer, 9460 milliards 536 km pour une année-lumière. Et on utilise également le parsec pour les calculs. Pour vous donner une petite idée, voilà les distances qui nous séparent des choses que nous connaissons. Vous avez par exemple la Lune, elle est à 1 seconde, virgule 2. Quand vous pointez votre flash sur la Lune, il parvient en 1 seconde. Le Soleil, il est à 8 minutes. Et nous avons par exemple l'alpha de Centaure, qui est l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Et Sirius est à 8,65 années-lumière. Et pour vous donner une idée sur l'immensité de cet univers, vous savez, sincèrement, on reste bouche bée. Et le mot Allahu Kabir ne s'adopte pas. Allahu Akbar, c'est exactement ce qu'il faut. Allahu Akbar. Je vais vous donner une idée. Sur quelques planètes et quelques soleils qui sont dans notre système, qui sont pas loin de nous, je commence avec quelque chose que vous connaissez très bien, c'est la Terre. La Terre, elle est plus grande, bien sûr, que d'autres, que Vénus, Mars et Mercure. Mais pour continuer, même si je multiplie cet écran par 10, j'ai pas de place. Donc je divise ça en 6 parties. Je reprends ma Terre, elle est là. Vous voyez la Terre? Il y a des choses plus grandes que la Terre. Sirius, Pollux, Arcturus et Aldéban. Pour continuer, je prends Aldéban, je la remets là. Il y a des choses plus grandes, Rigel, Antares et Bételgeuse. Je n'ai pas de place. Je remets Bételgeuse ici. On va retrouver avec Caris Majoris, avec cette planète qui est, Aldéban. Et je la remets là. Je retrouve ma planète que je remets et je retrouve la Canis Majoris. Vous savez, cette Canis Majoris, c'est une étoile, pour vous donner une idée très très simple. Déjà au niveau de Bételgeuse, voilà, pour rester un peu concret. Si vous comparez la Terre à une balle de ping-pong, vous prenez la Terre, vous la mettez comme une balle de ping-pong sur cette table. Si vous mettez à côté Bételgeuse, c'est à peu près 10 fois le minaret de Hassan II. 10 fois le minaret de la mosquée Hassan II, bien sûr d'autres, pour avoir le diamètre de Bételgeuse. Et si vous utilisez Canis Majoris, si vous adoptez toujours comme balle de ping-pong notre Terre, il faudrait prendre la moitié du Maroc pour loger la planète. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et là, voilà, je rappelle rapidement, ça c'est Canis Majoris. Vous savez ce qu'on voit ici? Ce petit point, c'est le Soleil. Ce petit point à l'échelle, c'est le Soleil. Et j'ai un peu exagéré parce que même le point, c'est trop. Il faut que c'est uniquement pour vous montrer où est le Soleil. Voilà Canis Majoris. Et là, j'isole le Soleil et Canis Majoris qui fait. Canis Majoris fait un rayon de 1800 fois celui du Soleil et il est éloigné de chez nous de 4900 années-lumière. Et parmi les galaxies, alors, ce que je vous demande maintenant, إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Nous sommes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Au sein de cette Voie lactée, vers le tiers de la périphérie, existe une étoile qui s'appelle le Soleil. Et ce Soleil,
il a un âge de 4,57 milliards d'années. Je rappelle où nous sommes, dans la Voie lactée. La Voie lactée qui n'est que une galaxie parmi les 200 milliards de galaxies. Voilà, nous en sommes. Nous sommes bien logés, là. Et ce soleil, qui est imperceptible, il a engendré avec lui 8 planètes, dont une qui s'appelle la Terre. Cette Terre, elle est là. Elle tourne autour d'un soleil, comme toutes les autres planètes. Elle tourne, et si vous approfondissez les choses, cette Terre est la seule à réunir les conditions nécessaires pour que nous puissions y vivre. Je résume, uniquement au niveau de la température et de l'eau, au niveau de la lumière et au niveau de la quantité de rayonnement. Si vous prenez Vénus, il est trop proche de l'étoile, on va être brûlé. Si on prend Mars ou Titan, il est trop éloigné, on va geler. Il n'y a que la Terre qui est à la bonne distance. Cette Terre, sur cette Terre, qui est imperceptible, qui est la nôtre, si cette Terre est apparue, des chaînes d'ADN, qui ont finalement donné l'émergence à la vie. Et sur cette Terre est apparu un être extrêmement complexe. Qui est vous? Qui est moi? Qui a de la conscience? Cet être, il s'appelle l'homme. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite. أولم يتفكروا أولم يتفكروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. Il nous demande, c'est un ordre, de méditer et de trouver d'où nous venons. Cet homme que vous êtes, cette femme que vous êtes, que je suis, perché sur cette planète, il va s'interroger sur l'univers qu'il a engendré. C'est extraordinaire, cette conscience. Nous sommes perdus dans l'univers, mais nous avons un cerveau pour nous interroger sur l'univers et pour nous émerveiller de la beauté du monde, pour observer un univers qui aujourd'hui, il est tellement grand qu'il fait, si vous voulez des kilomètres, c'est celui de 23 kilomètres de diamètre. Si vous voulez en années-lumière, c'est 47 milliards d'années-lumière. Et de contempler une longue histoire cosmique qui est de 14 milliards d'années. Un univers réglé avec une précision phénoménale pour donner vie et conscience, pour l'existence du vivant, laquelle existence est déjà inscrite dans les premiers protons de l'univers qui semble être conçu uniquement pour servir l'homme. Allahu alladhi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Et parmi les grands savants, Saint Truand, qui commence son grand livre, La Mélodie secrète, et tous les livres qu'il a écrits, en disant, en regardant l'univers, nous ne pouvons être que persuadés que l'univers a été créé uniquement pour servir l'homme. ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Il nous a logés dans une zone privilégiée. Il nous a donné tout ce qu'il faut en trajectoire, en distance. Il nous a même prévu une inclinaison de notre axe. La Terre n'est pas droite comme Jupiter, elle n'est pas horizontale comme Mercure. Elle est inclinée à 23,5 degrés. Exactement l'angle idéal pour que nous puissions avoir les saisons. Tout ça, c'est une coïncidence. Tout ça, c'est le hasard qu'il a fait. Et puis, cette terre sur laquelle nous sommes, elle est protégée. Elle est protégée de tous les côtés. D'abord, il nous a prévu 7 couches atmosphériques. Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا. C'est un bouclier protecteur. وهم عن آياتها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عن آياتها معرضون. Il nous a protégés de la meilleure façon que nous puissions avoir. Nous avons 7 couches. La première couche, qui fait donc à peu près 10 km, elle comporte notre carburant de survie, qui est l'oxygène. Elle permet à cette eau, une fois évaporée, de se condenser et de retomber sur nous en tant que petites gouttelettes que nous n'apercevons même pas. Elle permet pratiquement la vie. Nous allons grimper un petit peu. Nous allons trouver une atmosphère qui va permettre, et ça on ne prête même pas attention, aux particules dans l'air de pouvoir nous donner la lumière. Est-ce que vous croyez que le fait que le soleil, il brille sur nos têtes, que vous me voyez, vous et moi, allez sur la Lune, allez sur Mercure, allez sur Jupiter, il y a la nuit, mais lorsque le soleil brille, il n'éclaire que la place où vous êtes. Ici, la lumière du soleil, elle subit une diffraction pour que vous puissiez me voir et vous voir pendant toute la journée. Vous allez grimper, vous allez trouver un certain nombre de choses pour ne pas trop, et jusqu'à ce qu'on arrive à la stratosphère et à la mésosphère. Vous allez d'abord trouver la couche d'ion, qui est là, l'ionosphère, la couche d'ozone, qui va absorber toutes les radiations nocives qui nous viennent du soleil. Vous grimpez, vous allez trouver, vous savez que nous sommes entourés de ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes. Ce sont des météorites qui veulent tomber sur notre tête tous les jours. Il y a l'équivalent de 100 tonnes de roches qui veulent tomber sur notre tête. Mais une fois qu'ils arrivent à la couche extérieure, elles sont littéralement désintégrées en poussière, pour qu'elles ne tombent pas sur la tête. Vous avez une protection de tout, et pire que ça, vous savez ce qu'on appelle les 3 ceintures de Van Allen. Ces ceintures de Van Allen, elles sont en fait quoi? Van Allen, c'est le savant qui les a découvertes. Au fait, lorsque vous prenez la terre, comme nous avons 7 couches atmosphériques, nous avons également 7 couches terrestres sous nos pieds. La première, c'est l'écorce terrestre. L'écorce terrestre sur laquelle nous sommes, qui fait une épaisseur entre 30 et 60 km. Et lorsque vous allez en profondeur, à 6400 km de profondeur, vous allez trouver le fer et le nickel qui sont en ébullition, et sous l'effet de la rotation de la Terre, ils génèrent automatiquement des champs magnétiques que vous voyez là. Ces champs magnétiques, ils ont un but précis, c'est très très loin du hasard. Leur but, c'est de nous protéger contre toutes les radiations qui viennent de toutes les planètes. Et ils vont nous protéger contre les électrons solaires, contre les protons solaires, les lignes de champ, les atomes lourds cosmiques ionisés, qui, si jamais ils arrivaient à atterrir sur notre planète, nous ne serons plus là en moins de 2 minutes. C'est une protection. وهم عن آياتها معرضون. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Et là, nous ne pouvons que nous émerveiller devant la grandeur, l'ingéniosité, la splendeur, la précision et la beauté de qui? Du Créateur. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.